le fruit de leur travail. Ça faisait peur à plus d'un, on pensait que ça prendrait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Félicitations, un coup de chapeau pour eux. Mais pour ce qui est de la manière dont l'homme a été désigné, il y a des questionnements en suspens. Nous ne comprenons pas comment l'Église catholique, en dernier lieu, s'est soustrait sur le choix de monsieur qui remplace l'abbé Apollinaire Malou Malou. Il semblerait qu'il y aurait des histoires pas trop bonnes, qu'il y aurait d'autres cartes qui se sont jouées en dessous de la table pour qu'à l'unanimité, les 7, je pense, organisations qui composent les confessions religieuses, et tous ont choisi l'homme. Ça donne l'impression comme s'il y aurait une petite manipulation, mais nous pensons que l'homme va faire le travail dont la nation tout entière est en train d'attendre de lui et qu'il ne veut pas se compromettre comme ceux qu'il est en train de remplacer. Tout à fait. Alors, parce que vous avez évoqué quelque chose qui ne serait pas bonne, une certaine manipulation, est-ce que vous pouvez nous édifier un peu avec quelque chose de concret par rapport à ça? Oui, de concret, on ne peut pas négliger le poids de l'Église catholique. Quand l'Église catholique a séché, ou bien n'a pas voulu donner son point de vue en dernier lieu, comprenant qu'il y aurait déjà une manipulation, nous, ça nous laisse avec des points d'interrogation, lui d'or. Est-ce que l'Église a perçu quelque chose que nous ne percevons pas? Je ne sais pas, mais bon, le choix est déjà fait. Nous respectons et espérons que l'homme va faire le travail dont tout le monde est en train d'attendre. D'accord. 1 minute 43 secondes, je vous donne le même temps de parole par rapport à cette question. Je commence avec l'honorable Serge Mayamba. Oui, merci beaucoup, Ludor, pour la question et surtout pour l'invitation. Merci. Je crois que, en ce qui concerne la désignation du remplaçant de l'abbé Apollinaire Malou Malou, il n'y a pas à trop réfléchir. Notre petite expérience nous pousse à croire que l'homme est venu continuer l'œuvre de son maître. Il y a lieu de rappeler d'abord que M. Corneille, à l'instar d'autres membres de la CENI, est le fruit de la volonté de M. l'abbé qui vient de partir pour des raisons que lui seul connaît. Et que, naturellement, M. l'abbé ayant été placé à la tête de la CENI pour sécuriser certains intérêts politiques, il n'y a pas lieu à attendre des grands changements. Je crois que M. Corneille va observer tout naturellement la même logique, évidemment, s'il demeurera fidèle à la logique précédente qui a fait de lui membre de cette structure, de la structure CNI à ce niveau-là. Rejoignant ce qu'a dit tout à l'heure Dr Selimani quant à la position de l'Église catholique, c'est l'occasion pour moi de demander également à l'Église de mieux nous éclairer par rapport à ces différentes abstentions. D'autant plus qu'il est un principe en droit pénal qui dit que qui n'empêche pêche. Donc lorsque l'Église est à même de prendre position ou de faire quelque chose pour que ça change, ne fût-ce que lorsqu'il lui arrive de découvrir des irrégularités, je ne pense pas que l'abstention puisse être la meilleure solution, parce que même si l'on ne sait pas agir positivement, mais nous avons, ne fût-ce que besoin de certaines prises de position qui peuvent nous aider à orienter nos actions, nous qui demeurons partenaires de la CNI en tant que politique. Donc, comme pour dire qu'en ce qui concerne la présence de M. Corneille comme représentant des confessions religieuses, encore qu'à ce niveau-là, il y a également beaucoup de questionnements. Lorsqu'on parle de confession religieuse, on fait allusion véritablement à quoi? Est-ce que toutes ces les composantes des confessions religieuses répondent d'un centre unique de commandement? Donc je crois que c'est une réalité qui rejoint naturellement ce qui se passe également à l'opposition, où on se réclame d'une famille politique mais qui est plurielle. Donc, je crois qu'à cet effet, je n'ai pas à trop rêver. D'accord. Je n'ai pas à trop rêver, sinon dire qu'en tant que représentant du peuple, nous aurons notre œil grandement ouvert pour voir le travail qui va être fait, sans bien sûr vouloir accuser celui qui vient d'arriver, mais ce qu'il y a lieu de noter, c'est que nous suivrons pas à pas ce qu'il va faire. Merci. Et s'il faut réagir, je crois qu'en tant que membre de l'opposition, nous ne manquerons pas à lever notre voix, sinon à agir pour empêcher la présence de M. Corneille d'être d'une présence
d'être une présence nuisible aux intérêts de la population. D'accord. 2 minutes 30 secondes de temps de parole. Alors, votre co-débatteur à droite va en avoir 3 parce qu'il est seul par rapport à cette question. Mais Dr Selemani pourra récupérer ces 30 secondes un peu plus tard. Alors, l'honorable Serge Mayamba, bien entendu, stigmatise l'abstention de l'Église catholique. Est-ce qu'en démocratie, l'abstention n'est pas une option démocratique? Déjà, vous voyez, leader Balekilai, je ne voudrais pas être lié de cette façon-là par votre question. Je partirai de ce qu'a dit tantôt mon frère, docteur Selemani. Volontiers. Alors, vous aurez constaté que docteur Selemani s'est fendu en inconditionnel, autant des fois, une façon aussi de vous dire que l'on en est là dans une présomption réfragable. Parce que déjà, il aimerait dans le sens où on soupçonnerait, il y aurait. Alors, c'est justement ça qui pose problème au Congo. Leader, nous sommes dans une situation où, dans ces pays, moi j'en ai personnellement ras-le-bol, nous risquons de nous retrouver dans une sorte de question-réponse dans le Kifoko, parce que de temps à autre, nous voulons le beurre et l'argent du beurre à la fois. Alors, s'il faut en même temps dire quelque chose par rapport à cette candidature, moi je crois, en toute humilité, que nous devons quelque part être exigeants vis-à-vis de nous-mêmes. L'honorable qui est à ma gauche a fait une réflexion, il est parti de sa réflexion bien entendu, que j'ai trouvé pertinente pour lui, confession religieuse. C'est tellement vaste, leader Bakela, ça parlait de ma foi ici. Moi je suis de l'église dite des branamistes. Vous savez, même quand on parle des confessions religieuses, je ne me retrouve pas. Parce que moi, je puis vous dire... Non, ne parlons pas de religion. Vous permettez... Nous sommes dans un état laïque. Donnez seulement votre position. Non, non, excusez. Non, non, non. Oui, les autres en ont parlé. Gardez votre confession religieuse. Excusez, vous permettez. Non, oui. Ça ne me gêne pas, parce que ceux qui sont catholiques... Non, mais ce n'est pas le lieu. Allez-y, oui, c'est pas le lieu. Vous permettez pas. Allez-y, allez-y. Excusez, leader. D'accord. Vous êtes également là pour nous donner de la parole. Oui. Et permettez que je le dise. Oui, mais... Comme pour, évidemment, parler ne serait-ce que par rapport à ces cas précis des religieux, lorsque l'honorable qui est à ma gauche dit autant de confessions religieuses comme il y a autant d'opposition. Alors, dans notre société, il y a cette problématique-là. Parce qu'en même temps, dans l'Église, vous n'avez pas que des clergés, vous avez aussi des laïcs. Et je peux vous dire, parce qu'on a parlé de l'Église catholique ici, tous ceux qui sont dans l'Église catholique, je me permets, sans peur d'être contredit, ne réfléchissent pas forcément comme réfléchisseraient les abbés. Revenez à l'essentiel. Vous permettez. Revenez à l'essentiel. Vous n'avez que 2 minutes 30 secondes. Oui, alors, je voudrais que vous consommiez votre temps de manière utile. Alors, la question, c'est la pertinence de la candidature et la procédure suivie pour la désignation. Voilà, la procédure suivie d'abord, je vais vous dire qu'ils se sont retrouvés entre eux. Je m'attirais, si à l'instant je prétends que j'ai tous les détails. Alors, encore une fois, le député a dit que si il y aurait eu problème, que l'on communique par rapport à ces problèmes-là. C'est ça également la démocratie. Il a stigmatisé l'abstention de l'Église catholique. Voilà, abstention, c'est lui-même, reste à savoir s'il y a eu abstention, parce que moi je vais vous dire, Ludo, même en posant votre question, je peux, en disant, même quand on s'abstient, en tout cas, on a posé un acte, voilà, sur le plan du droit, je crois sur ce point-là avec... il pratique ça à l'hémicycle. Voilà, l'abstention, c'est une option démocratique. C'est une option démocratique. C'est comme à l'époque, en 2006, on nous disait, il y a des partis qui n'ont pas pris part au processus électoral. Mais lorsqu'on ne prend pas part à un processus électoral, leader, sans voter, sans poser des actes qui précèdent, si vous voulez, les jours de l'élection, on a déjà exprimé sa position. Et c'est également une expression démocratique dont on doit tenir compte dans une société qui se veut comme telle. Très bien, vous avez consommé votre temps de parole. Je reviens, docteur Selemani, par rapport à cette question, avant que nous n'abordions le thème de l'émission, est-ce que le calendrier qui va être modifié, à la demande bien entendu de l'ensemble de la classe politique, sera opposable à ce nouveau bureau qui sera présidé cette fois-ci par un nouveau président? Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir cette fois-ci que ça sera la meilleure, même si l'UNC garde encore son représentant au sein de la CENI? Non, non, l'UNC n'a pas de représentant au sein de la CENI. À la plénière de la CENI? Non, non, même pas. Au fait, quand vous faites maintenant partie de l'équipe de la CENI, vous cessez d'être membre de votre parti politique. C'est ce que dit la loi organisant la CENI. Donc nous n'avons pas... Il ne verse pas ses cotisations au parti Non, non, il n'est plus membre de l'UNC. Il n'est plus avec nous, siège. Très bien. Merci pour l'information. Bien que c'est nous qui l'avions délégué. Vous parlez de Gustave Womba, que j'ai salué d'ailleurs en passant. Non, ce n'est pas le lieu. Oui, oui, sur les calendriers électoraux que vous venez de dire. Bien évidemment, nous sommes
à l'attente de ces fameux calendriers dont nous apprenons qui serait déjà prêt. Espérons qu'avec le nouveau président du bureau de l'Assemblée nationale, du bureau de la CENI et toute son équipe vont nous proposer un calendrier, cette fois-ci potable et réalisable, qui ne nous amènera pas vers un chaos et surtout vers des contestations. Voilà pourquoi, Ludor, si je peux aller un peu plus loin, nous, l'Union pour la Nation congolaise, nous sommes en train de demander une tripartite avec la CENI pour qu'on puisse finalement toiletter les calendriers dans le strict respect des délais constitutionnels, c'est-à-dire qu'avant le 19 décembre 2016, qu'on ait déjà organisé les élections et qu'il y ait passation civilisée les jours suivants. C'est ça notre position par rapport au calendrier. D'accord. Merci bien, docteur Selemani. Alors, honorable Serge Mayamba, qu'est-ce que vous pensez du nouveau calendrier tant attendu? Après le calendrier global et inclusif, et puis non, c'était d'abord le calendrier partiel qu'on a rejeté, on a demandé le calendrier global et inclusif, il est là, et puis maintenant on demande un calendrier potable, pour reprendre l'expression de l'UNC Selemani. Oui, merci beaucoup. Moi je parlerai plutôt d'un calendrier réaliste, d'autant plus que sans préjudice bien sûr d'un éventuel consensus à obtenir dans le cadre des accords ou du dialogue politique à venir. Je crois que le nouveau président de la CENI, comme j'ai dit au début de l'émission, vient continuer une œuvre. Une œuvre qui est celle d'une administration. Cette administration, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Donc tout naturellement, il va se pencher sur des dossiers qui existent déjà. D'ailleurs, cela sera tout simplement dans le respect du principe de la continuité de l'action de l'État. Donc lorsque vous avez des responsabilités au niveau d'une administration, même s'il est vrai que vous avez la latitude de faire prévaloir certaines perceptions personnelles, mais je crois que vous êtes esclave de ce qui a été fait par l'administration, dans le sens positif bien sûr. Voilà pourquoi, à notre niveau, nous espérons que le nouveau président de la CENI est détenteur d'une expertise requise, parce qu'une chose est de pouvoir être nommé à la tête d'une administration, une autre et de pouvoir disposer de cette expertise qui puisse vous amener à jouer véritablement votre rôle. Donc nous, ce que nous attendons, c'est son implication dans ce sens-là, et j'espère que ceux qui l'ont désigné à ce poste ont tenu compte justement de son profil, et si je dois me fonder également sur les éléments qui ont été à la base de sa désignation par Monsieur l'abbé, j'espère que le nouveau président de la CENI va rendre véritablement service, parce que lorsqu'il a été émis des critiques sur la composition des postes au niveau de la CENI, les spécialistes en matière électorale ont eu à dire ou à déplorer les faits qu'il y avait certaines personnes ne disposant pas d'expertise électorale, mais qui ont été placées à certains niveaux, et nous ne voulons pas que la CENI puisse vivre cette expérience. Ce n'est qu'alors que l'on pourra doter cette institution d'un calendrier réaliste, et comme je l'ai dit au début, parce que le temps a démontré que les calendriers, les différents calendriers présentés par la CENI n'ont pas tenu compte des réalités sur terrain. Voilà pourquoi nous connaissons déjà un raté, parce que nous sommes en train d'aller fin octobre, mais il n'y a aucune élection qui est organisée, et nous voulons que cela cesse. Très bien. Alors, Maître André, oui, par rapport à ce calendrier et aux défis qui attendent le nouveau président, le futur président de la CENI, parce qu'il n'est pas encore investi. Alors, Ludor, vous aurez effleuré la question, tout en nous posant cette question, nous tous ici autour de ce plateau. Vous aurez compris que je parlais d'Iber, parce qu'on veut le beurre, on veut en même temps son argent. Les sempiternel problème pour les Congolais, c'est celui de vouloir une chose et son contraire. À l'époque, vous vous en souviendrez, vos téléspectateurs ainsi compris, on a dit à l'abbé Malumalu, dont je salue le travail en passant, que Malumalu n'avait pas à s'inspirer des lignes de propositions du chef de l'État, alors s'adressant au Congrès. À l'occasion, le chef de l'État avait estimé que pour minimiser les coûts par rapport aux élections à organiser dans ces pays, s'agissant des provinciales, on pouvait avoir un scrutin indirect. Ça, c'est le président Kabila devant les deux chambres réunies en Congrès. Ce n'est pas les députés
qui est avec nous, l'honorable Serge, qui me contredira. Et à l'époque, l'opposition, encore l'opposition, a donné de la voix pour dire, parce qu'évidemment, lorsque le chef de l'État a parlé, quelques jours plus tard, l'abbé Malou Malou a donné des schémas. Vous aviez les schémas qui nous amenaient à un scrutin indirect. Le gouvernement, de façon on ne peut plus officielle, par la voix de son porte-parole, a même élaboré des projets de loi, un projet de loi, excusez-moi, pour voir la possibilité de modifier, de réviser la Constitution s'agissant du scrutin, s'agissant des législatives provinciales. Alors, à l'opposition, on a dit, non mais comment? La CENI apprêterait déjà cette voie proposée par les chefs de l'État, c'est pas possible. C'est que ici, la CENI, a commencé par son chef, est partisane. La CENI a reculé et la CENI a donné des schémas. Je suis co-auteur de Ludo Balkelay, ça parlait de moi, d'un ouvrage à paraître sous peu. L'ouvrage est déjà ici. Je parle de ces choses-là par rapport au déschema de l'abbé Malou Malou. Très brièvement. Nous démontrons oui. que, évidemment, par là même du délai constitutionnel, la classe politique nous y a amenés sans l'avouer directement. Parce que déjà, à l'époque, excusez-moi, c'est passé Daniel Ngoï Moulunda, on nous a dit qu'il faut restructurer la CENI. Restructurer la CENI, il faut désigner des délégués. Je salue ce qu'a dit tout à l'heure Dr Sélé, que lorsque quelqu'un est parti d'une famille politique donnée, il faut arriver de l'autre côté, il n'appartient qu'à cette famille politique. Mais leader, vous vous en souvenez, à l'époque, l'État, ça nous a pris. En même temps, au niveau de la classe politique, on ne tenait pas compte de tous ces impondérables, sinon de tous ces facteurs de blocage que l'on était en train de mettre en place sans qu'on s'en rende compte, sans que l'on reconnaisse cela. Alors, on en arrive à l'étape où il faut le provincial. Mais en même temps, vous avez un autre aspect d'ordre financier non négligeable. Alors, il faut concilier par rapport... Encore 20 secondes. Il faut concilier tous ces paramètres. On en est arrivé à une situation où d'aucuns ont estimé, dans les milieux de l'opposition, à commencer par l'IDPS, qu'ils pouvaient se parler. Et cet appel au dialogue voulu par l'IDPS, accepté par les chefs de l'État, moi je ne peux que les souhaiter parce que nous voulons voir le Congo de 2030 devenir émergent, le Congo de 2050 devenir pays développé, comme l'ont rêvé les pères de l'indépendance. Merci Maître André pour votre intervention qui va nous servir bien entendu d'ouvrir le thème central de cette émission entre le dialogue et le blocage. Où va la classe politique congolaise? Mais je dois noter à l'intention des téléspectateurs que Corneille Nanga, dont on parle, qui pourrait être le successeur potentiel de Malou Malou, est arrivé en RDC en 2013 et il a travaillé dans une organisation américaine spécialisée dans les élections au Niger et en Côte d'Ivoire, et il assumait jusqu'il y a peu les fonctions de secrétaire exécutif national adjoint. Alors, pour résumer ce que vous avez exprimé tout à l'heure comme inquiétude, vous voulez bien que les élections se tiennent, comme l'a dit Maître Sélé, dans le délai, et que le 19 décembre 2016, qui est passation pacifique de pouvoir, mais vous êtes conscient que les contraintes sont majeures pour organiser plus ou moins 11 scrutins dans une année qui nous reste. Est-ce que vous n'estimez pas que le dialogue serait la voie idéale pour ne pas tomber dans le blocage? Cette fois-ci, je commence avec l'honorable Serge Mayamba et puis on va faire le tour de table. Oui, encore une fois, merci. Vous savez... 5 minutes de temps de parole. Nous parlons démocratie dans notre République et il est important, c'est que nous puissions en retenir également les vertus. Le dialogue figure parmi les grandes vertus démocratiques. Voilà pourquoi il y a même un adage pour renforcer justement cet aspect des choses qui dit que du choc des idées jaillit la lumière. Lorsqu'il se pose des problèmes dans une communauté, il est toujours recommandé aux individus de se parler au lieu de se faire la guerre. Et c'est le sens qu'il y a lieu de donner également à tous ceux qui militent pour la paix. C'est-à-dire même dans une situation de non-guerre, il faut apprendre à taire certaines divergences par des mécanismes pacifiques. Et lorsque dans une république à problème, comme la nôtre, qui a des difficultés, c'est qui relève évidemment du côté naturel des choses, il est tout à fait normal que ceux qui réfléchissent paix, que ceux qui veulent assez que le pays demeure dans les calmes et lance des appels au dialogue. Et c'est pour cette raison que du côté de l'UDPS, lorsque l'appel
est venu... Il s'agit de quel UDPS? Parce qu'il y a l'UDPS pro-dialogue et anti-dialogue, pour raison de précision. Oh non, Monsieur Ludor, je crois qu'il n'y a pas lieu... À moins que les choses aient évolué. Il n'y a pas lieu ici de diviser ce parti. Déjà que moi, je parle en tant que député élu sur la liste UDPS. Là, vous risquez également de poser une autre question. Donc, il y a des matières qui, en principe, doivent réunir les gens. Lorsqu'on parle paix, lorsqu'on parle dialogue, je crois que tout le monde en a besoin. Il y a peut-être de petits problèmes qui peuvent se poser dans la manière de procéder, mais je crois que nous sommes tous d'accord que ce pays a besoin de bonnes élections dans l'avenir. Ce pays a besoin des élections qui doivent constituer des correctifs au processus passé. Souvenez-vous des irrégularités que nous n'avons cessé de dénoncer. Souvenez-vous des cas de fraude que nous n'avons cessé de dénoncer. Souvenez-vous également de la crainte que manifestent les acteurs sociopolitiques sur l'éventualité du prolongement de l'exercice du pouvoir au-delà du délai constitutionnel par le pouvoir actuel. Donc s'il faut se retrouver autour d'une table pour voir dans quelle mesure il y a lieu d'organiser les élections, non seulement dans le respect des délais fixés par la Constitution, mais également dans des conditions de paix requises, lorsqu'il faut réfléchir sur ce qu'il y a lieu de faire pour qu'il y ait passation pacifique du pouvoir entre le futur et l'actuel président en exercice, je crois que le dialogue trouve sa raison d'être. Sous-question pour réchauffer le débat, honorable Serge Mayamba. Si j'ai parlé de l'UDPS pro et anti-dialogue, c'est parce qu'il y a plus ou moins 2 semaines, on a entendu le conseiller politique d'Étienne Tshisekedi, Valentin Moubaké, dire qu'il ne sera jamais question de dialoguer avec le pouvoir en place et que tout doit s'arrêter à une date qu'il a donnée, mais pas plus tard que la veille du tournage de cette émission de Belgique. Nous avons appris M. André Kabanda, qui se trouve être le président de l'UDPS Benelux, à relayer la position du président Tshisekedi qui appelle le président Kabila à convoquer en urgence le dialogue. Est-ce que les choses ont évolué de manière unanime au sein de votre formation politique quant à ce? Oui, merci beaucoup. Ben, je crois qu'il y a une sagesse qui nous enseigne que dans la vie, il ne faut jamais dire jamais, même si le concept existe, surtout dans un cadre politique. Vous savez, l'évolution politique, la dynamique politique dépend de beaucoup de réalités. Et je suis au regret de constater qu'au moment où le président du parti, à travers ses mandataires, est en train de dire une chose, qu'un conseiller, entre guillemets, vienne parler dans ce sens-là, non, ça crée une absence d'harmonie au sein du groupe. Moi, je ne voudrais pas me lancer à critiquer les prises de position des uns et des autres, mais je voudrais seulement demander à ce que chacun de nous puisse se regarder à travers le mémoire. Ça nous permettra d'avoir une perception rétrospective des choses et ça nous permettra surtout de faire de bonnes projections. Donc nous devons tout simplement éviter d'entretenir ce genre de contradiction au sein d'un groupe, mais étant donné que le président du parti s'est prononcé, je crois que c'est une position qui doit être la position de ce parti. Merci bien. Alors, Maître Selemani Yemba, à l'UNC, on ne veut plus du tout parler du dialogue. Quelle est l'alternative pour vous? Un coup de force? Merci beaucoup, Lidor. 5 minutes de temps de parole, oui, merci beaucoup. De manière équitable. Je parlerai peut-être moins de 5 minutes parce que nous sommes souvent concis et bref. Mais nous disons ce qu'il faut dire et en des termes très clairs. L'Union pour la nation congolaise, au début de cette législature, nous avons amené avec les pères, certains de nos pères de l'opposition, nous sommes allés à Addis Abeba pour réclamer, dire d'abord au chef d'État africain qui s'est retrouvé là-bas, qu'il y a une situation explosive, comme l'avait aussi dit en son temps Louis Michel. Mais malheureusement, le pouvoir de Kinshasa, au-delà de tout ce que nous avons pu décrocher, l'accord cadre d'Addis Abeba, la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, Kinshasa était resté aphone et même atone sur cette question. Nous avons compris que pour eux, la crise de légitimité qu'il y avait, où nous avions 2 chefs d'État qui avaient prêté serment, Étienne Tshisekedi, le président de l'UDPS, où nous avons dit que c'est lui qui avait gagné les élections, et M. Joseph Kabila qui s'est retrouvé chef d'État, et de fait, il est resté là, c'est notre position. Nous avons dit qu'on devait dialoguer pour trouver solution à ces problèmes. C'était au début de la législature, de la mandature, on n'a pas voulu nous écouter. Quand maintenant nous sommes presque à la fin,
presque à 2 ans de la fin du règne de M. Joseph Kabila, c'est alors que la majorité s'est réveillée. C'est encore un président en fonction du président Kabila. Je n'ai pas dit le contraire. Oui, quand bien même pour nous, il est là des forces. Oui, c'est encore un président en fonction. Je n'ai pas dit le contraire. Oui, oui, à la fin, arrivé presque à la fin de son mandat, sa famille politique et lui-même y compris veulent maintenant nous amener au dialogue. Nous nous disons, mais ce dialogue vers la fin du mandat, c'est pour nous amener où? Que les amis soient quand même concrets, sérieux et véridiques. Leur dialogue veut nous amener vers une transition pour que ceux qui sont en train de manger continuent à manger parce qu'ils ont encore faim, dans nos bâtons diété, et que ceux qui n'ont pas encore mangé, certains de l'opposition, veulent maintenant entrer au mangeoir pour aller manger. Nous nous disons que la RDC n'est pas un gâteau à partager quand on veut. On se réveille un matin, on appelle tout le monde, venez, on partage. Moi, je pense que, et c'est la position de l'UNC, le respect des textes et surtout de la Constitution doit être ce qui doit nous guider, nous tous. Monsieur Joseph Kabila arrivé au pouvoir, le président, parce que vous tenez à cela, non, arrivé au pouvoir au lendemain, je n'ai pas dit le contraire, arrivé au pouvoir, quand il a prêté serment, la seule chose dont la Constitution était claire, c'était déjà bien dit qu'à la 5e année, l'homme doit organiser des élections. Mais nous ne comprenons pas. Jusqu'à ce jour, même la CENI va nous informer qu'elle n'a jamais reçu suffisamment de moyens pour nous organiser les élections. Nous comprenons que l'homme n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Nous parlons du président de la République et sa famille présidentielle, mais nous leur demandons de faire très attention parce que ce qui se passe ailleurs, on n'aimerait pas que ça se passe ici. Le respect de la Constitution est une chose très importante pour nous et nous pensons que l'organisation des élections, surtout présidentielles, dans les stricts délais fixés par la Constitution est très importante pour la stabilité et la paix au niveau des institutions et au niveau de notre pays. Pourquoi je l'ai dit ? Nous étions très étonnés sur le plateau de RTNC de suivre le ministre de l'économie, professeur de son... S'il vous plaît, parlons, répondez à la question. Hein. Ça, il faut en parler dans un autre contexte. Nous n'aimerions pas parler, c'est de l'éthique de cette émission, on ne veut pas parler des absents. Répondez seulement à la question et donnez l'alternative. À défaut du dialogue et des élections en 2016, quelle est l'alternative à l'UNC? Oui, prolongez votre argumentation. Que si j'allais parler du ministre de l'économie, pas à titre, pas comme individu, pas non plus comme professeur à l'IEC, mais plutôt comme ministre sur... Oui, membre du gouvernement. Ministre sur... membre du gouvernement. Oui. Mais nous disons à l'Union pour la nation congolaise que les dialogues prônés par la majorité, nous sommes contre, nous n'allons pas participer à ces dialogues parce que c'est un dialogue qui va nous amener vers une transition, vers le partage de pouvoir pour que l'homme qui est là se pérennise. Nous disons nous sommes contre. Par contre, la seule table qui peut nous mettre ensemble, c'est avec la CENI dans une tripartite, majorité, opposition et CENI, avec comme seul objectif de pondre un calendrier électoral réaliste et réalisable. De ce dialogue avec la CENI, j'aimerais être clair comme l'eau claire dans un verre clair. Le dialogue que l'UNC et l'opposition demandent avec la CENI, c'est seulement autour du calendrier électoral dans le respect des délais constitutionnels. Mais le dialogue... Une sous-question. Leader, permettez-moi de terminer parce que je viens d'ouvrir une porte très importante qu'il faut la fermer rapidement. Mais le dialogue que demande la majorité, c'est un dialogue de partage de pouvoir pour que l'homme et les institutions actuelles restent et ceux qui veulent entrer, entrent pour bouffer. Oui, maintenant parce que vous avez dit que la crise de légitimité était à l'origine de la revendication du dialogue, cette crise de légitimité est intimement liée aux préoccupations de l'UDPS qui aujourd'hui acceptent d'aller au dialogue. Pour qui vous battez-vous finalement? Et puis il y a les États-Unis qui s'impliquent pour effectivement l'organisation de ces dialogues. Vous avez appris que M. Perriello, Thomas, était reçu par le président de l'UDPS et que Madame la secrétaire d'État américaine aux droits de l'homme à la sécurité, Sarah Serol, a séjourné à Kinshasa et a insisté également sur le dialogue. Donc à l'UNC, même si l'UDPS y allait, vous restez en marge du dialogue. Comment entendez-vous résoudre cette situation? Leader, nous on ne se battait pas. L'alternative, c'est quoi selon vous? Oui, on ne se battait pas pour quelqu'un, on se battait pour la convivialité et le respect des textes. C'est pour ça que nous nous battions. À l'époque, on nous demandait les dialogues pour cela. Vous venez de dire tantôt que nous sommes en voie vers un dialogue. Je venais de vous donner la position non seulement de l'UNC, mais de la dynamique de l'opposition où l'UNC fait partie. Tout dialogue qui n'aura que pour but
de faire pérenniser cet actuel régime, l'UNC ne prendra pas part. L'alternative, Ludo, ne nous poussez pas à activer l'article 64 au cas où les amis voulaient à tout prix glisser. Ce qui hante les amis de la majorité, c'est le glissement, rien d'autre. Quand vous voyez ne pas financer la CENI pour l'organisation des élections, quand vous voyez tout faire, le découpage territorial, la nomination des, je ne sais, conseillers spéciaux ou quoi qui jusque-là tarde, tout ça, c'est pour qu'on nous amène droit vers un chaos et qu'on puisse glisser ensemble. Mais nous leur disons que l'UNC ne cautionnera aucun glissement. Et lui dehors, vous pouvez vous apaiser, il n'y aura pas de glissement et personne ne va glisser. Alors, réaction de la majorité, accusée de ne pas financer les élections et de planifier le glissement. Réaction. Non, je vous donne 2 minutes supplémentaires parce que vous êtes seul par rapport à cette question je dois préciser, sur le plateau. Leader Balekela, je dois préciser quelques concepts que j'ai appris, autant que Dr Sélé a appris la médecine. Nous avons appris les droits. Les serments, on ne les prête pas n'importe comment. Les serments. Alors lorsque il argue que des présidents auraient prêté serment dans ces pays, je me perds à conjecture. Je suis même peiné d'écouter cela d'un intellectuel. Deuxièmement, je voulais aussi dire que lorsque nous lisons l'article 64, vous savez, lorsqu'on lit un texte de droit, la Constitution décide quoi? Il ne faut pas faire ce qu'on appelle la lecture sélective. Vous prenez un article et puis vous l'agitez. Non, il faut lire de l'article premier au dernier. Parce que moi, j'ai déjà vu, et l'histoire nous renseigne, que une révolution peut bouffer ses propres fils. Lorsqu'on prétend que nous pouvons actionner l'article 64, nous pouvons faire ceci, attention, une révolution peut aussi bouffer ses propres fils. Troisièmement, s'agissant des élections de 2011, il y a eu élection, il y a eu quelques difficultés que le président Kabila a reconnues personnellement. Et comme ça s'est fait dans toute démocratie, cette question a été portée par devant la Cour suprême de justice, faisant office de la Cour constitutionnelle, par l'INC. Les droits a été dit, catassé. Vous savez, lorsqu'on est en démocratie, il faut savoir faire avec la démocratie. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Autrement, on choisit autre chose. Évidemment, je comprends tout de suite lorsque à l'INC, on dit, voyez ce qui se passe ailleurs. Bon, de toute façon, vous trouverez également une partie des Congolais, si pas la majorité, qui vous diront non. Parce qu'à partir du moment où l'IDPS, j'ai attendu ça ici de l'honorable député, estime que quel que soit le problème qui nous oppose, nous pouvons dialoguer. Je pense en Congolais, je ne peux que saluer une telle attitude constructive, Dr Sélé. Autrement, c'est se faire d'illusions. Et vous savez, la vacuité d'un tel argumentaire a des conséquences, même sur notre devenir. Vous êtes jeunes, nous le sommes. Dr Sélé, le Congo que nous voulons, ce n'est pas le Congo par rapport aux individus. Même pas aux chefs de nos formations politiques et respectives. Le Congo que nous voulons, c'est le Congo qui deviendra émergent à l'horizon 2030. Et puis je vais dire une chose, monsieur Ludor Balkela. J'ai encore entendu ici, s'agissant du délai constitutionnel. Non seulement, ce qui m'inquiète, c'est aussi cette fixation par rapport au poste du président de la République dans ces pays. Parce que tout à l'heure, notre ami Dr Sélé a dit, les forces sociales et politiques dans notre pays, parlant des forces sociales, il fait certainement allusion à une certaine catégorie d'ONG. Mais je me dis, le même, on vit dans ces pays, le Sénat allait au-delà de 5 ans. Et les deux, je vais vous dire, si les gens étaient sérieux avec eux-mêmes, s'il ne s'agit pas de la hargne, certains auraient dit carrément se déporter. Les 5 ans échus, on constate que on a exercé son mandat et on se déporte. Ça relève de
de l'élégance et tout simplement. Revenons aux allégations, aux accusations de glissement que vous planifiez, et non-financement des élections. C'est même l'essence de votre émission. Ce que je suis en train de faire, c'est des sauts de cloche. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point nous vous en sommes reconnaissants. Parce que c'est avec brio que vous présentez cette émission. Alors, permettez que nous racontions les moyens développés de l'autre côté. Oui, mais dans le respect de ma boussole aussi. Naturellement, oui, mais en même temps, je dis, lorsqu'on nous dit que délai constitutionnel, mais en même temps, nous avons 11 critères, vous l'avez effleuré. Nous devons organiser les 11 critères. Parce qu'en fait, c'est Ludo Balekelaï. Les élections sont constitutionnelles. J'avais déjà une fois attendu, quelque part, sur une autre antenne, un acteur de l'opposition, non de moins de dire, nous voulons les élections constitutionnelles. Un autre a dit, nous voulons les élections importantes, même en fait. Ludo, toutes les lois dans ces pays tirent leurs origines dans la Constitution. Ça, je le dis en qualité d'expert. Et sur ce point, même ceux des connaisseurs du droit qui sont de l'autre côté de l'opposition ne diront pas le contraire. Parlons maintenant du financement qui manque. En termes du financement, oui. Ludo, vous savez, il n'y a pas longtemps, le Premier ministre et chef du gouvernement était à l'Assemblée nationale, comme cela est des coutumes dans notre pays, pour déposer le budget pour l'exercice 2016. Le Premier ministre Matata ne s'est pas fait prier pour dire que nous avons fait un effort, malgré la conjoncture économique, financière, internationale difficile. Non seulement on a d'abord tapéré nos ambitions, c'est que nous n'allons pas atteindre les 2 chiffres comme projectés au départ, parce qu'on projetait déjà, leader, on ne le dit pas souvent assez, les 10,5% en termes de croissance économique. Alors, en même temps, il y a une crise qui est là latente. La Chine a des difficultés, vous savez, jusqu'à la preuve du contraire, nous n'étions qu'exportateurs de façon oui, la crise chinoise est venue après. Des matières premières. Alors, oui, vous permettez, Ludo, je précise, c'est par rapport au financement. Oui. Parce que nous, ici, nous considérons comme nationalistes, à la Convention des Congolais unis, nous pensons que nous devons faire, en tout cas, la politique de nos moyens. Avant de passer... Je vous laisse continuer, mais je pose une sous-question, parce qu'il faut donner l'avis à l'émission. Oui. Mais en dehors de la contribution du gouvernement, est-ce que les partenaires extérieurs ont déjà donné leur part? Parce que c'est ça le principe, il n'y a pas que le gouvernement. Ludor, je vous ai dit tantôt... éclairer très rapidement. Voilà, j'ai suivi Madame Sarah Seol qui a parlé des 62 millions des États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'au niveau de la majorité, en dehors des 20 millions qui étaient promis à l'époque, vous avez déjà reçu ce montant pour les élections? Non, d'abord, non. Cette annonce... Très rapidement, je vais passer la parole à Maître. Est-ce que je voulais préciser une chose? Vous pourriez... Je vous le concède. Je vous le concède. En fait, je vous parlais du budget qui a été déposé à l'Assemblée nationale et le Premier ministre a précisé que l'on a fait un effort pour que d'abord dans notre budget, l'on accorde une ligne significative par rapport à l'organisation des élections à venir. On peut tenir les 11 scrutins. Naturellement. Parce qu'en même temps, n'oublions pas que dans un passé récent, les élections dont on parle de 2011, un homme s'est dépassé. Parce qu'en fait, Joseph Kabila avait un bilan à défendre. Mais il a estimé à président de la République que nous devrions organiser nous-mêmes les scrutins à 95%. Nous avons financé ces élections. Alors, par rapport aux élections de 2016, le gouvernement de la République ne dit pas le contraire. Le budget sera débattu à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas mieux que ça dans le cadre de la transparence. C'est que naturellement, opposition majorité parleront notamment de ces budgets, sinon de la République allouée aux élections. Mais par rapport au financement extérieur de Ludo Balekelaï, il ne faut pas s'élérer. Parce qu'avec 60 millions, nous avons des estimations de 800 millions et quelques de dollars, selon ce que la CENI nous a dit. Parce qu'à la matière, faut-il encore dire, ce n'est pas le président Kabila qui organise les élections. Vous avez une autorité compétente à la matière. Très bien, temps de parole consommée. Maître Serge Mayamba, est-ce que vous pouvez aussi nous faire votre analyse par rapport à ce que le Congo attend des partenaires extérieurs? Au cas où leur contribution tarde à venir, vous pensez qu'il faille que le gouvernement se prenne en charge comme en 2011? Oui, merci beaucoup pour la question. Je dirais que l'apport des partenaires extérieurs en termes structurels est un apport d'appoint. C'est-à-dire la République commence par disposer de ses propres moyens et ces moyens-là, il en dispose au regard des gymnastiques opérées dans la gestion des finances publiques. Et c'est après que l'on a un regard vers les partenaires extérieurs. En fait, les partenaires viennent en principe combler certains déficits manifestés par le gouvernement qui, même si elle n'est pas le pouvoir
il n'est pas le pouvoir organisateur des élections, mais le gouvernement est le pourvoyeur des moyens. Donc, lorsque le législateur a d'ailleurs pensé accorder un mandat de 5 ans pour les élus, députés, président de la République, c'est en connaissance des causes. Le législateur a estimé que dans ce délai-là, un gouvernement qui travaille correctement serait en mesure de disponibiliser les moyens. Et je n'ai jamais reçu un son contraire du côté du gouvernement, allant dans le sens de dire que ce temps imparti ne peut pas lui permettre de mobiliser les moyens. Donc, comme pour dire que face à une telle éventualité, il y a lieu de réserver naturellement au gouvernement une fin de non-excuse, si je peux bien inventer ce terme. Ouais. C'est pour cette raison que je suis de ceux qui pensent qu'un dialogue politique est toujours important dans le cadre de la gestion des problèmes, parce que si le gouvernement accuse ou accusait déjà des difficultés, moi j'aurais bien voulu que le gouvernement puisse les exprimer. Ce n'est que dans ce contexte-là que cela pouvait susciter une certaine compréhension. Votre collègue de l'UNC a dit qu'il faut plutôt, au lieu du dialogue, une tripartite entre majorité, opposition et la CENI. Or, au finish, ce dialogue-là va aboutir sur le financement des élections et ça vous renvoie également au gouvernement, qui est de la majorité. En fait. C'est pas un cercle vicieux, selon vous? Justement, lorsqu'on cherche à résoudre des problèmes politiques, il faut éviter de se référer à celui qui peut le moins. Parce qu'il n'y a que qui peut le plus, qui peut le moins. Puisqu'on parle de financement et que ce financement est tributaire de l'action politique et que d'autres conditions liées à l'organisation des élections, notamment les conditions sécuritaires, sont tributaires de l'action politique. Mais vous pouvez bien parler aujourd'hui avec la CENI qui peut bien vous pondre un calendrier. Mais si vous êtes incapable d'arriver à Bunagana, qu'est-ce que vous allez faire de ces calendriers? Les élections doivent être sécurisées. C'est pourquoi, lisant le cahier des charges de l'UDPS, j'ai vu que le président de ce parti parle, par exemple, des conditions des transferts du pouvoir. Donc ce sont toutes ces questions-là qu'il faut traiter. Lors de ce dialogue, le gouvernement, qui se retrouvera justement du côté de la majorité qui gère, aura à exposer ses difficultés. Et l'opposition, participant au dialogue de son côté, s'exprimera également par rapport à ce que dira le gouvernement. Donc, parce que le problème qui se pose aujourd'hui n'est pas lié seulement au fonctionnement de la CENI. Là également, c'est une erreur. Et puis je suis surpris de noter qu'au niveau de l'opposition, il y a des gens qui estiment qu'ils ne peuvent pas dialoguer avec le pouvoir, mais peuvent se retrouver avec ce pouvoir, l'opposition et la CENI. Donc là encore, il y a... Vous répondez à Dr Selemani. Enfin, je ne réponds pas, je donne une opinion. Oui. Donc j'estime que cela ne cadre pas avec la véritable réalité. Parce qu'il ne faut pas dire une chose et son contraire. Parce que lorsque vous dites non au dialogue avec la famille politique de monsieur le président de la République et que vous acceptez de dialoguer avec le même pouvoir dans un autre cadre, surtout qu'à ce niveau-là, il y a pas mal de reproches que nous faisons à la CENI. N'oubliez pas, l'opposition à laquelle nous appartenons ne s'empêche de dire, par exemple, que la CENI travaille pour le compte du pouvoir en place. Donc il y a là des contradictions. C'est pour cette raison, je suis de ceux qui pensent plutôt que le refus du dialogue aujourd'hui est tout simplement lié à la crainte des uns et des autres de pouvoir évoluer sous l'ombre d'Étienne Tshisekedi. C'est des choses qui ne se disent pas en des termes clairs, parce qu'aujourd'hui la configuration politique de notre pays démontre clairement qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de se présenter comme futurs candidats. Il y a plusieurs contacts qui ont été pris. Et aujourd'hui, aller au dialogue, c'est accepter la consécration d'un bicéphalisme qui fera que l'on aura d'un côté le pouvoir incarné par le président Joseph Kabila et de l'autre une opposition conduite par le président Tshisekedi. Donc, et tous ceux qui refusent ce partenariat avec le président Tshisekedi se cachent derrière certaines théories. Donc moi je crois qu'il va y avoir un dialogue. Et puis je voudrais, puisque vous avez posé la question par rapport à mon frère Selemani, pour dire que la position qu'il vient de donner n'est pas totalement la position de l'UNC. J'ai suivi l'un des responsables fédéraux de l'UNC hier, qui a parlé du dialogue sous certaines conditions. Donc l'UNC accepte de dialoguer avec la majorité au pouvoir
politiquement, mais sous certaines conditions. Voilà, on va donner la parole à l'accusé de se défendre. Docteur Selemani, une question que je réforme, vous aurez le temps de parler. Alors, j'ai retenu deux choses dans ce que Maître Mayamba vient de dire, mais la plus essentielle, c'est qu'il estime que le leadership de l'opposition ne peut être incarné que par Étienne Tshisekedi. Mais visiblement, dans le chef de Vital Kamerhe, ce discours ne passe pas. Comment allez-vous faire, surtout avec l'arrivée dans l'opposition du MCR, qui a un plus grand nombre de députés à l'Assemblée? Visiblement, sur le plan numérique, l'UNC risque d'être effacé. Merci beaucoup, Ludo. D'abord, j'aimerais préciser peut-être que mon frère de l'UDPS ne connaît pas mes fonctions. Je suis le porte-parole de l'UNC pour la ville-province de Kinshasa, où siègent toutes les institutions de la République et tous les partis politiques. Donc, j'engage les partis dans ce qui est les prises de position déjà adoptées et prises au niveau du parti. Vous ne nous avez pas cité qui a dit qu'on était d'accord avec le dialogue, qu'à cela ne tienne. Mais permettez-moi de repréciser autre chose qu'avait dit mon frère du CCI sur les serments et qui est débuté par un intellectuel. Il ne reste que 6 minutes. Hein. Je veux bien gérer mon temps. Lui, donc, compte sur moi, je veux bien gérer mon temps. D'accord. Je pensais que l'honorable de l'UDPS allait clarifier que le président Étienne Tshisekedi avait bel et bien prêté serment limité, je ne l'ai pas entendu. Bon, je ne sais pas trop, mais sachez que dans l'esprit du président national de l'Union pour la Nation, l'honorable Vital Kamerhe, il n'y a pas guerre de leadership au niveau de l'opposition. Pour nous, Étienne Tshisekedi ayant gagné les élections, je reprécise, nous étions le premier à le dire dans tous les médias internationaux et nationaux que c'est Étienne Tshisekedi qui avait gagné les élections. Donc vous êtes plus tshisekediste que Maître Mayamba? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. La population, c'est ce que nous avons posé comme acte en son temps. Voilà. Et pour revenez nous, à la question centrale. C'est un patriarche, nous lui devons beaucoup de respect et beaucoup d'égards. Vous reconnaissez aussi son leadership? Mais c'est le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et Vital Kamerhe, l'honorable, c'est le président de l'Union pour la nation congolaise, président à part entière de l'UNC. Et nous sommes en train de cheminer avec nos pairs de l'opposition au sein de la dynamique Ludor. Permettez-moi de repréciser la position officielle de l'UNC. Nous ne participerons pas au dialogue. J'ai entendu sur le plateau ici comment éviter le dialogue avec le pouvoir, mais accepter le dialogue avec la CENI. Au fait, j'étais clair en disant ceci. Le dialogue que prône M. Joseph Kabila, c'est un dialogue qui va nous amener droit vers une transition pour violer la Constitution. Et nous, nous disons non. Le dialogue que nous prenons, ou bien la rencontre avec la CENI, c'est uniquement autour du calendrier électoral. Mais les amis ont posé une question importante. Vous serez avec la CENI alors que les moyens doivent venir du gouvernement. La majorité sera sur la table, mais lui dort. Vous voulez qu'on aille dans un dialogue convoqué par M. Joseph Kabila et sa famille politique, où il y aura chefs coutumiers, sportifs, tout le monde, les étudiants, les élèves, tout le monde, comme c'était en concertation avec plus de 1000 personnes, pour parler des questions d'État en combien de temps? Là, vous prophétisez sur le format du dialogue. Mais c'est bien connu, c'est connu de tout le monde, Ludo. Voilà pourquoi nous nous disons que les questions d'État doivent se traiter avec beaucoup de sérieux et surtout dans l'esprit de vouloir respecter la Constitution. Tout le monde a compris que l'actuelle majorité ne veut pas lâcher les ballons. Mais qu'ils sachent une chose, nous allons... Là, vous répondez déjà à une autre question, vous y aviez déjà répondu. Revenez sur ce que Maître Mayamba a dit tout à l'heure. Il estime qu'il faut que toute l'opposition se range derrière Étienne Tshisekedi pour incarner l'opposition et puis négocier avec le pouvoir en place. Visiblement, ce n'est pas le schéma à l'UNC. Leader, ce n'est pas le schéma à l'UNC. Pas parce que nous boudons le leadership du président Étienne Tshisekedi, mais parce qu'il y a maintenant des divergences sur la façon de voir les choses, où nous sentons beaucoup de manipulations d'abord au sein de l'UDPS, parce que tu veux que je parle de l'UDPS, que je parle de la famille biologique ou bien que je parle de la famille politique au sein de l'UDPS. Ça me met mal à l'aise, mais c'est une guerre en interne. Moi, je ne suis pas leur porte-parole. J'ose croire qu'entre Maman Marthe Félix Tshisekedi et les autres, les Moubake, ils auront finalement un discours cohérent à présenter à la classe politique et au peuple congolais. Mais nous, nous disons ceci, que les amis qui veulent accompagner l'actuel pouvoir vers les glissements risquent de se mordre le doigt lui d'or. Nous aimons tellement
le Congo que ce qui s'est passé au mois de janvier dans notre pays, que ça ne se répète Mais pas. pourquoi à l'UNC vous faites toujours de l'apologie de la violence? Nous ne faisons pas Là où les l'apologie autres de la arrêtent violence. de- D'abord, j'aimerais de- t'apaiser. Nous, on nous appelle les pacificateurs. Donc, tu peux être sûr. Mais quand vous rappelez ces événements-là, ça cache Non, quelque nous chose. rappelons ce que le peuple congolais a eu à faire, qu'il en avait Donc marre. c'était vous qui aviez appelé à la rue. Nous avons appelé à la rue et je le confirme parce que ça a été bien dit. Et D'accord. j'étais là moi-même sur le front et sur le Et terrain. vous portez la responsabilité des morts. c'est Quelle ça? responsabilité? Ah, merci beaucoup, Ludo. Pour les morts, j'aimerais dire ceci, Ludo. Non, non, Oui, il y a revenez à eu la mort. question essentielle. Ludo, Ça, ce sont des il y a eu situations mort pour, des Congolais au mois de janvier. À moins que je ne la Docteur Sélémani, ce n'est pas notre sujet, ce sont des sous-questions pour donner la vie à l'émission. Vous avez peur d'entendre qui a tué? Allez-y, allez-y. C'est la police qui a Non, tiré. répondez Et à la l'armée. question Donc centrale. ce n'était pas l'UNC. S'il y a eu mort, c'est parce qu'il y a eu... Je suis journaliste utilisation. très libre d'esprit, oui. Ça, Et je vous donne la parole de la même manière. Voilà. J'ai encore la parole. Nous, on termine dans 10 secondes, comme ça, c'est pour cela que je souhaite que vous capitalisiez votre temps de parole en répondant à la question essentielle. Allez-y, dans 10 secondes, comme ça, Donc la mise pour à qu'il y mal ait dialogue, il faudra que tout le monde se range derrière Joseph Kabila, les autres derrière Etienne Tshisekedi. C'est ça, si je comprends la philosophie du Non, dialogue. non, posez la question à votre collègue de l'opposition. Il est là-bas, c'est pas moi. Non, non, nous pensons que nous sommes du côté du peuple congolais et que pour nous, Oui. on ne va cautionner aucun glissement. Si l'UDPS estime qu'il faut partager le pouvoir avec M. Joseph Kabila, ils peuvent y aller, mais je pense que jusqu'à la dernière minute, le président Etienne Tshisekedi va se ressaisir parce qu'il y a tellement de forces et de présenteurs autour de lui que nous ne savons plus comment ils sont en train de danser. Merci, docteur Sélémani. Alors, maître André. Oui, Ludor, l'opinion aura compris. Nous tendons vers la fin de l'émission, Voilà, soyez concis. L'opinion aura compris que l'INC, à commencer par son chef, c'est quoi être le centre du monde. Et ça, c'est pas bien lorsqu'on est républicain. C'est pas bien. Par là du dialogue. Déjà, moi qui vous parle, Ludor, je suis un des membres qui participe à la tripartite. C'est ni opposition majorité. C'est que je parle qualité, ne serait-ce que par rapport à cette tripartite-là. Mais, Ludor, il faut avoir l'humilité de reconnaître certaines choses. Lorsque nous nous retrouvons autour de la CENI, il arrive qu'à certaines questions, Ludor Balkelay, je le dis également à l'attention de vos téléspectateurs, qu'à certaines questions, la CENI ne donne pas de réponse. Et la CENI vous dit, il faut vous adresser au ministère de l'Intérieur. Tout simplement parce que dans un système de séparation du pouvoir, il y a ce qu'on appelle, dans les classiques du droit constitutionnel, l'interdépendance organique et collaboration fonctionnelle. Même lorsqu'on dit telle institution est indépendante, mais il y a toujours des possibilités de collaboration. Autrement, l'État n'existe pas. Autrement, les systèmes ne fonctionnent pas. Et dans tous les systèmes démocratiques, c'est comme ça. Même aux États-Unis, où le prétend qu'il y a séparation du pouvoir, d'états à autres, vous allez voir Obama approcher le Congrès. Revenez à la question Oui, je principale. reviens. Excusez-moi, Il ne reste que 2 minutes. Oui. c'est très important de rappeler toujours certains classiques, au risque de donner l'impression que nous parlons de nos idées, parce que les gens peuvent vérifier ce que nous disons. Alors, autour de la CENI, je vais vous donner un cas pour illustrer mes propos. Lors du dépôt des candidatures des législatives provinciales, on s'est retrouvé dans une situation où on avait deux partis politiques, X et Y. Alors, parti X dit non mais écoutez, je ne reconnais pas parti Y, parce que c'est cela. À un moment donné, la CENI est capable, parce qu'évidemment, vous avez ce qu'on appelle l'opérationnalisation des systèmes électoraux. Ça fait entrer plusieurs acteurs. Il n'y a pas que la CENI. Ça, c'est de un. De deux, lorsque on prétend que, évidemment, on ne cautionne pas de glissement. Vous savez, le mot glissement... Et vous militez pour une certaine transition, c'est ça? Non, mais Ludor, je ne milite pas pour une certaine transition. C'est ce que votre co-débatteur a dit. Oui, maintenant, je réponds par rapport à ce qu'il a dit. Je vous aide, oui. Je réponds en disant, en République démocratique du Congo, il existe un texte fondamental. Et ce texte-là nous accorde le bonheur de l'interroger pour faire fonctionner l'État, notamment ce qui concerne l'organisation, le mode d'organisation et d'accession au pouvoir. Alors, si d'aventure à 2016, au délai échu, il n'y a pas élection, je voulais préciser, ce n'est pas la fin du monde. D'aventure? Oui, ah, ça peut arriver. Non, mais c'est une façon de parler, monsieur. Ah, oui, vous devez vous apaiser lorsque vous parliez. Je me suis fait fort de ne pas intervenir. Allez-y. Ne serait-ce que par modestie. Allez-y. Vous êtes protégé. Voilà, Tertio, merci Ludo Balekala. Tertio, comme je le nous sommes aussi. dans une situation où, dans une république, au niveau de l'IDPS, par exemple, parce que j'ai entendu dire que non, écoutez, Joseph Kabila a sollicité qu'il y ait dialogue. Non, leader. À l'époque, c'est lui qui a été le premier à demander les dialogues dans ces pays.
Je le rappelle également, parce que dans l'opposition, allez-y, on est habitué à ces choses. Oui. C'était Vital Kamerhe avec la coalition pour le vrai dialogue. Les deux. Et à l'époque, l'UDPS n'en était pas concerné. Et puis après, parce qu'on n'a pas donné ce qu'on voulait, c'était une question de vie ou de mort. Il fallait désormais jouer l'effet de tout bois pour que finalement, on prenne tout le monde à défaut. L'UDPS, je ne pense pas que dans ces pays du Balekela, notre ami a dit que Tshisekedi était un patriarche. Moi également, je le reconnais. Je ne pense pas qu'on peut dire ou se réveiller et prétendre que Tshisekedi est sous la coupe réglée de quelqu'un. Le pouvoir actuel soit-il. Et lorsque Etienne Tshisekedi comprend qu'au-delà de ma personne, il y a un Congo à léguer aux générations futures, mais qui dit mieux lui Balekela? Parce que la nation lui sera reconnaissante. Et même le président Kabila n'a jamais prétendu rester au pouvoir ad vitam aeternam. Ah bon? C'est dire que, quelque part, les gens doivent cesser d'intimider et sinon de faire l'apologie du crime. Troisièmement, je voulais préciser... Non, l'autre va terminer l'émission. On va la faire. Je vais préciser une chose. 5 secondes. 5 secondes. Oui. Comme pour dire aussi à notre ami Sélé qu'il n'est jamais terre pour mieux faire. L'INC, c'est un des partis politiques de notre pays reconnu. L'INC a des hommes et des femmes valables. L'INC a sa place dans la République. Il ne faut pas toujours prophétiser le mal pour ce pays. Nous avons vécu la guerre dans notre chair. Il est de la partie orientale comme moi. Il sait ce que nous avons vécu. Et jusque-là, on s'en remet petit à petit. On n'a pas, en tout cas, intérêt de voir le Grand Congo brûler. Sinon, les générations futures nous attiendront au rigueur. À tout seigneur, tout honneur, honorable Serge Mayamba, vous avez l'onction du peuple parce que élu de la Tchangwa Kinshasa, comment pouvez-vous conclure cette émission entre ceux qui préconisent un autre schéma, un schéma autre que celui du dialogue, que vous, à l'UDPS et votre président, vous suggérez à la nation? Qu'est-ce qui peut arriver? Et qu'est-ce que vous dites à la population qui vous regarde? Merci beaucoup de parler de cette onction populaire. Moi, je voudrais renvoyer donc le peuple congolais à lire le contenu du cahier des charges présenté par le président de l'UDPS. Je l'ai lu et nulle part dans ce cahier on parle d'un éventuel glissement. J'ai rappelé au début de l'émission que ce cahier des charges vise une passation pacifique du pouvoir. Donc, à mon point de vue, je note que le travail fait par le président de l'UDPS vise tout simplement la protection du suffrage populaire. Il faut que demain, nous puissions avoir de bonnes élections. Il faut que demain, celui qui est choisi puisse être présenté comme tel. Il faut que demain, ce pays continue. Mais seulement, nous devons noter que ceux qui ont peur du leadership d'Etienne Tshisekedi sont justement ceux-là qui sont en train de se fourvoyer actuellement dans une campagne de diabolisation avec des considérations subjectives, cherchant à impliquer même sa famille biologique qui n'est pas très impliquée dans son travail politique. Donc je crois qu'il y a lieu pour le peuple de comprendre que le dialogue est une valeur que nous devons protéger. Nous devons nous parler pour résoudre nos problèmes et vous savez même en procédure judiciaire, il arrive qu'on nous rappelle qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Donc, vaut mieux la paix que la guerre, vaut mieux le dialogue que les armes. Je le soutiens et je le soutiendrai. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à cette émission 200 de cloche sur la radio-télévision nationale congolaise. La majeure question à laquelle nous avons répondu avec les co-débatteurs sur ce plateau, entre le blocage et le dialogue, où va la classe politique congolaise? Vous avez suivi les réponses des uns et des autres sur ce plateau. À l'extrême droite, Dr Selemani Yemba, qui se trouve être vice-président interfédéral de l'UNC de Vital Kamerhe. À l'extrême gauche, Serge Bayamba, député élu pour le compte de l'UDPS Tshisekedi. Et immédiatement à ma gauche, maître André Lité pour le compte de la Convention des Congolais Unis. Un seul absent sur ce plateau dont le siège est resté vide du début à la fin, le député PPRD François Zekouye, pour des raisons ignorées de nous tous. À tous et à toutes, merci d'avoir été des millions à nous suivre cette émission sur YouTube. Laissez vos commentaires sur Facebook. Tous vos mails nous parviennent et nous tenons compte de vos suggestions. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir.